Alors bonjour, bienvenue dans ce premier cours dédié à l'introduction à la pile à combustible et électrolyseur. Donc nous allons dans une première partie faire une brève introduction avec une petite historique sur la pile à combustible. Ensuite nous nous concentrerons sur son principe de fonctionnement, ce sera la partie la plus théorique. Ensuite on parlera brièvement de l'électrolyseur et un peu plus longtemps de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, c'est-à-dire de toute la filière hydrogène qu'on est censé développer si on veut que l'hydrogène devienne vraiment une source d'énergie. Ensuite, on aura une partie beaucoup plus technique sur les composants d'une cellule de pile à combustible, donc c'est-à-dire les matériaux qui la constituent, ça va être un peu plus long. Et ensuite, très brièvement, une partie sur le système pile, c'est-à-dire tous les accessoires qui sont nécessaires à une pile à combustible pour fonctionner dans une voiture, par exemple. Alors, nous allons commencer par l'introduction. Alors, en 1839, la pile à combustible a été donc découverte et réalisée la même année par deux personnes différentes qui n'avaient pas connaissance des travaux de l'autre en plus. Donc Christian Schonbein et William Grove. Ensuite, en 1859, on a l'invention de l'accumulateur au plomb par Gaston Planté. Et en 1868, on a le perfectionnement de la dynamo, enfin l'invention et le perfectionnement de la dynamo par Zénobe Gramme. Et donc, dès 1868, on a en capacité d'avoir une chaîne de traction complète électrique, donc on peut déjà fabriquer des véhicules électriques. Et ça a été le cas d'ailleurs dès 1834, on avait les premières voitures électriques, et c'est plutôt autour de 1880 qu'on a vu quand même vraiment de véhicules plus perfectionnés qui se sont développés de plus en plus. Et dans le même temps, donc à peu près dans les années 1850, s'est développée l'exploitation massive du pétrole à l'échelle industrielle. Et donc on sait aujourd'hui ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que les véhicules électriques ont été complètement inutilisés, sont tombés dans l'oubli au profit de véhicules thermiques, puisque le pétrole était beaucoup plus facile à transporter, à stocker, etc. que l'électricité. On a un petit regain d'intérêt pour la pile à combustible dans les années 60 pour les applications spatiales, notamment dans les missions Apollo. Parce que dans les missions spatiales, ce qui comptait le plus c'était le rendement, et il se trouve que les piles à combustible ont un meilleur rendement qu'un moteur thermique par exemple. Et en plus, on pouvait emporter donc à la fois l'hydrogène et l'oxygène, enfin on était obligé de le faire. Donc vraiment le rendement avait tout son intérêt. Et ensuite, on n'a pas fait beaucoup plus que ça sur la pile à combustible, même pendant les années 60, il n'y avait que les applications spatiales. Jusqu'aux années 90, où là les premières lois de zéro émission sont apparues, notamment en Californie, on a commencé à se poser des questions sur le réchauffement climatique et à chercher des solutions alternatives. Mais même à partir de là, il n'y a pas eu non plus un gros décollage de la recherche sur la pile à combustible, c'est-à-dire qu'on a eu un premier regain, mais c'est retombé plusieurs fois, et plusieurs fois il y a eu de nouveau un petit regain. Mais on pense que vraiment aujourd'hui, on en est disons le pic de développement le plus élevé. On pense avoir enfin franchi un cap qui fait que maintenant, ce sera toujours dans notre quotidien, on verra toujours l'hydrogène, puisque actuellement, il y a déjà des véhicules qui fonctionnent avec cette technologie-là, donc des voitures, on verra un peu plus tard. Donc on pense que voilà, l'hydrogène a enfin percé l'échelle industrielle. Donc il a fallu le temps depuis les années 90, encore une fois, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Donc voilà pour l'introduction, maintenant on va passer au principe de fonctionnement d'une pile à combustible. On va se concentrer sur une technologie pile à combustible à membrane échangeuse de protons, qu'on nomme PEM en anglais pour Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PMFC. C'est la technologie la plus répandue, les voitures qui roulent la pile à combustible donc, utilisent cette technologie. Ensuite on verra donc à partir de cette pile à combustible élémentaire, comment est-ce qu'on peut faire des composants de plus forte puissance, c'est-à-dire en empilant des piles à combustible élémentaires, ce qu'on appelle un empilement, un stack en anglais. Ensuite, on verra quelques avantages et inconvénients de la pile à combustible par rapport aux batteries, aux moteurs à combustion interne, par exemple. Et ensuite, on balayera quelques technologies de pile à combustible, parce qu'en effet, il y en a beaucoup. Et là, je vais vous décrire le fonctionnement uniquement d'une technologie qui est la PEM. Alors, la pile à combustible, c'est un convertisseur d'énergie qui convertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité, en chaleur et en eau.
Alors la réaction qui se produit au cœur de la pile à combustible, c'est H2 plus un demi de O2 donne H2O, la réaction que vous voyez ici en bas de l'écran, dont la flamme se situe aux alentours de 2000 degrés, c'est-à-dire que quand on fait se rencontrer de l'hydrogène et de l'oxygène en quantité suffisante, en température ambiante, à pression atmosphérique, et bien normalement ça explose, ça détonne, plus couramment on dit. Donc c'est une combustion qui se crée, et la flamme de cette combustion, c'est de la vapeur d'eau, qui est aux alentours de 2000 degrés. Donc 2000 degrés c'est quand même élevé pour une flamme, et on peut aller au-delà, mais ça reste quand même très élevé. Bien, il se trouve que la pile à combustible va faire exactement la même réaction, mais sans jamais que les gaz se rencontrent. Ce qui fait qu'on va pouvoir intercepter en fait l'échange électronique qui se fait entre les deux molécules hydrogène et oxygène pour former la molécule d'eau. Parce que dans une molécule qui a plusieurs atomes, vous savez peut-être que les liaisons chimiques sont réalisées grâce à notamment par exemple l'échange d'électrons entre les deux atomes. Et donc ici on va intercepter en fait l'échange d'électrons entre les deux atomes hydrogène et oxygène lorsqu'ils vont former la molécule d'eau. Et donc ces électrons vont permettre, lorsqu'ils sont interceptés, de générer un courant électrique. Alors voyons un peu plus en détail. Donc c'est ce que vous avez aussi très brièvement dans la première vidéo de ma thèse en 180 secondes, où j'explique globalement le fonctionnement d'une cellule de pile à combustible, donc ce que je vais vous présenter là, mais avec un sandwich. Donc voilà, si vous l'avez vu déjà, vous aurez peut-être une meilleure idée de ce qui va se passer, parce que là on va rentrer beaucoup plus dans le détail, ça va être un petit peu complexe, donc je vous conseille de regarder d'autres vidéos avant. Alors, une pile à combustible, une cellule de pile à combustible élémentaire, c'est constitué de différentes couches. Donc quand on part de l'extérieur, on a les deux plaques d'écoulement de gaz. C'est des plaques dans lesquelles on va injecter du gaz, et on va faire en sorte de creuser donc, ce qu'on appelle des canaux dans la plaque pour que le gaz se diffuse sur toute la surface. Parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est une vue en coupe. Il faut imaginer par exemple que ma main, c'est la pile à combustible. Ici, on vient couper, là, et on vient regarder une tranche de ma main. Donc là, c'est ce qu'on voit, bien sûr, une tranche, donc avec les différentes couches. On a aussi au centre, c'est vraiment le cœur du composant, c'est ce qu'on appelle, donc c'est un électrolyte, c'est un conducteur ionique, et dans le cas de la PEM, on appelle ça une membrane parce que c'est un polymère. Donc idéalement, il est isolant électrique. On reviendra un peu plus en détail sur chaque composant, et là, je vous donne quelques propriétés les plus importantes. Ensuite, on a les deux électrodes de chaque côté de la membrane. Une électrode négative, là où on va injecter l'hydrogène, et une électrode positive, là où on va injecter l'oxygène. Alors, lorsque l'hydrogène arrive proche de la membrane, il va rencontrer du catalyseur, qui n'est pas représenté sur le schéma. Donc, au contact du catalyseur, il va se produire la réaction que vous voyez ici. Là. H2 donne 2 protons plus 2 électrons, c'est-à-dire que l'hydrogène va se séparer de ces électrons, ce qui va créer 2 protons. Les protons vont pouvoir traverser la membrane. Comme je vous ai dit, c'est un conducteur ionique, et plus précisément, c'est un conducteur protonique. Donc les protons vont avoir tendance à traverser naturellement la membrane, puisqu'il y a un gradient de concentration en protons. Il y a des protons d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Donc naturellement, les lois de la physique font que les protons vont avoir tendance à migrer pour équilibrer la concentration de chaque côté de la membrane. Ensuite, les électrons, eux, ils ne vont pas pouvoir passer par la membrane, puisque normalement c'est un isolant électrique, idéalement. Donc on va les faire passer par un circuit électrique extérieur, ici par exemple un réseau avion. Et de l'autre côté, on va injecter de l'oxygène, qui va se séparer également au contact d'un catalyseur, selon cette demi-équation redox, 1 demi de O2 plus 2 protons plus 2 électrons donne H2O. Et ça va former du coup de l'eau, au contact donc des protons et des électrons. Et également de la chaleur, puisqu'il y a des pertes lors de cette conversion. C'est-à-dire que toute l'énergie contenue dans l'hydrogène et l'oxygène n'est pas convertie en électricité, on en a aussi beaucoup en chaleur. Donc vous voyez qu'on a réussi à réaliser la réaction H2 plus 1 demi donne H2O, mais on l'a décomposée en 2 demi-équations redox, ce qui a permis d'intercepter encore une fois l'échange électronique, ce qui fait qu'on a pu générer un courant électrique. Et qu'on n'a pas eu de combustion directe de l'hydrogène dans l'oxygène. Alors, le rendement d'une cellule comme ceci est en règle générale entre 40 et 50%. Donc là, je parle d'un rendement réel, vraiment, si vous essayez de fabriquer une pile à combustible. Alors que le rendement théorique est beaucoup plus élevé. Et la tension de cette cellule élémentaire est aux alentours de 0,6-0,7 volts. Ça dépend de son point de fonctionnement, c'est-à-dire que ça dépend le courant qu'on lui demande.
puisque c'est un générateur de tension, je précise. Alors, également, c'est un composant de puissance. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a tendance souvent à introduire une certaine confusion entre la pile à combustible et une batterie. On parle de recharger des piles à combustible, choses comme ça. Alors qu'une pile à combustible, c'est, comme je vous ai présenté, juste un convertisseur d'énergie. Il convertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité, en chaleur et en eau. Donc, il convertit l'énergie chimique en énergie électrique et en chaleur. Ce qui n'est pas le cas d'une batterie. La batterie fait ça également. Elle convertit bien l'énergie chimique en électricité, mais elle contient toute cette énergie en elle. Donc, une fois qu'on l'a vidée, il faut la recharger. Ce qui n'est pas le cas d'une pile à combustible. Une pile à combustible, c'est comme un moteur thermique. Tant qu'on a de l'essence dans le réservoir, on a de l'énergie. Donc l'énergie dépend vraiment du réservoir. Donc, dans une voiture, c'est le réservoir d'essence ou de diesel. Ici, ça va être le réservoir d'hydrogène. Donc j'insiste, pardon, je me répète beaucoup, mais c'est parce que c'est une notion très importante que beaucoup en font encore la confusion. Donc une pile à combustible, ça ne se recharge pas. L'énergie, encore une fois, uniquement contenue dans les réservoirs. Par contre, ce qui va caractériser du coup la pile à combustible, c'est sa puissance. Donc, plus elle aura une puissance élevée, plus elle va être capable de consommer une grande quantité d'énergie rapidement. Consommer ou produire, pardon. Ça dépend dans quel sens on regarde. Alors maintenant, on va se concentrer un peu sur ce qu'on appelle un empilement, puisque là, comme je vous ai dit, une cellule de pile à combustible élémentaire, ça produit entre 0,7 et 0,6 et 0,7 volts, pardon. Donc c'est pas beaucoup pour un composant électrique. Si vous êtes du génie électrique, vous avez peut-être l'habitude d'entendre plutôt parler de 130 volts, comme sur le réseau électrique domestique, ou de 400 volts, ou même 700 volts sur un réseau avion. Bref, on est très très loin de ces valeurs-là. Avec une pile à combustible, même une batterie, on est plutôt autour on entend beaucoup 12 volts, 24 volts, des choses comme ça. Et donc, pour augmenter la tension, on va venir mettre en série plusieurs piles à combustible élémentaires, donc plusieurs cellules de piles à combustible. Et on va procéder comme sur ce schéma. Ici, vous voyez donc en bleu là des cellules. Donc ici, il y en a 3. Et entre chaque cellule, on va mettre une plaque d'écoulement de gaz. Donc tout à l'heure, je vous en ai présenté une plaque d'écoulement de gaz, mais elle avait donc des canaux ici, on voit des petits serpentins dans lesquels allaient circuler les gaz. Sur la plaque précédente, elles étaient que d'un côté les canaux. Alors que là, ici, il va y en avoir des deux côtés pour alimenter à la fois les cellules qui est avant et à la fois la cellule qui est après. Cependant, comme elles sont connectées en série, les cellules, à chaque fois, on va avoir l'anode, par exemple ici à gauche, la cathode à droite. Et de même ici, l'anode à gauche, ici derrière sur la face cachée, et la cathode à droite. Donc la plaque bipolaire, elle va avoir d'un côté à fournir de l'oxygène ici, sur la cathode, et de l'autre côté à fournir de l'hydrogène pour l'anode de la cellule suivante. Donc là, c'est juste pour vous souligner que cette plaque d'écoulement, elle va être bipolaire, puisqu'elle aura deux gaz à transporter qui ne doivent pas se rencontrer. Donc en fait, sur chacune de ces faces, il va y avoir des canaux creusés. Mais les gaz ne pourront pas passer d'une face à l'autre. Et donc aussi, il faudra mettre en place donc, tout un jeu de joints ici, sur tout le tour, pour éviter que les gaz ne sortent ici et n'atteignent l'autre côté. Et donc il va falloir bien comprimer tout ça avec les joints bien placés pour éviter que les gaz également s'échappent à l'extérieur. Donc ici, j'essaie juste de vous amener une petite complication qu'il y a avec les stacks, c'est que l'étanchéité des gaz est quand même assez complexe et il faut garantir une certaine compression pour éviter la fuite des gaz, mais pas trop non plus, parce que sinon on va venir comprimer un peu trop les cellules. Et les cellules, on va le voir ensuite, ce sont des matériaux, elles sont composées de matériaux qui sont poreux, et donc il ne faut pas les comprimer n'importe comment, sinon on risque de les détériorer définitivement. Enfin, en théorie, voilà comment on fait un stack. Il suffit de mettre des cellules en série avec des plaques d'écoulement de gaz bipolaires entre les deux pour les alimenter en gaz. Et venir compresser le tout, en évitant au maximum les fuites de gaz. Alors comme ça, on peut arriver à des tensions beaucoup plus élevées, puisque la tension, du coup, est directement proportionnelle au nombre de cellules, on ne fait que ajouter. Alors, on pense que la limite actuelle est plutôt aux alentours des 500 cellules. On pourra aller au-delà peut-être, mais pour l'instant, pas beaucoup de monde y vont, puisque comme je vous ai dit, il faut garantir la compression, donc 500 cellules, ça peut vite faire une longueur comme ça, peut-être même plus. Ça dépend des technologies qui sont utilisées pour les plaques, surtout ça va être les plaques bipolaires qui vont avoir une épaisseur significative
Ensuite, la surface des cellules. Donc pour l'instant, je ne vous ai pas trop parlé de ça, mais il se trouve que dans un composant électrochimique, comme une batterie ou une pile à combustible, la surface de la cellule est proportionnelle au courant qu'elle pourra générer. Dans le cas des piles à combustible, la densité de courant à laquelle on les utilise est souvent aux alentours de 2 ampères par centimètre carré de surface. 1 à 2 ampères par centimètre carré. 2 ampères, c'est vraiment au max. Ça veut dire quoi? Si on prend le cas plutôt nominal, 1 ampère par centimètre carré, ça veut dire que si on a une cellule de 100 cm², ce qui n'est pas énorme, ça commence à faire un truc un peu comme ça, on va avoir vite 100 ampères. Donc vous voyez qu'on peut avoir une seule cellule, par exemple, avec 0,7 volts, mais qui délivre 100 ampères. Donc ça, c'est encore une fois peu courant pour quelqu'un du génie électrique. C'est plutôt caractéristique des composants électrochimiques comme les batteries ou les piles à combustible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une tension très basse, c'est-à-dire qui n'est pas dangereuse pour l'homme. On peut venir toucher les deux bornes avec les doigts, il ne va rien nous arriver. Pourtant, il peut y avoir 200, 300 ampères qui circulent. Et donc, dans une pile à combustible, on a plutôt des faibles tensions. On est plutôt souvent autour des 100 volts. Mais par contre, on peut avoir des courants de plus de 800 ampères. Voilà, et voilà à quoi ça peut ressembler une pile à combustible. Et ici, on est sur un modèle de la NASA, qui est assez petit, on a peut-être une dizaine de cellules, donc là on est peut-être sur quelque chose qui fait cette taille-là. Encore une fois, quand je vous ai parlé de 1000 cm², ça commence à faire quand même des gros machins, et si vous avez 70-80 cellules, ça peut faire un truc comme ça, quoi. Donc ça commence à faire quand même quelque chose d'assez imposant, et par contre ça peut rentrer tout à fait dans un véhicule, comme une voiture par exemple, et ça commence quand même trop. Pour avoir une pile d'une centaine de kilowatts par exemple pour une voiture. Alors, maintenant, on va regarder juste brièvement quelques avantages et inconvénients de la pile à combustible par rapport aux batteries et aux moteurs thermiques. Alors, le rendement d'une pile à combustible, comme je vous ai dit, est autour des 50% en réel, alors que le rendement d'une batterie est supérieur à 80% en général. Donc là, la batterie a un certain avantage, un très gros avantage. Cependant, l'intérêt des piles à combustible, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est que ce n'est pas un composant qui contient de l'énergie. L'énergie va être contenue dans le réservoir. Et donc du coup, on va pouvoir atteindre des autonomies bien plus élevées, comme avec un moteur thermique. Donc on peut atteindre des autonomies, par exemple pour les voitures, de vite 400-700 km sans problème, alors que pour les batteries, il faudra vite mettre 400-500 kg de batterie pour atteindre ces 400 km. Et on aura du mal à au-delà, en tout cas pour l'instant. Et ensuite, il y a la rapidité de remplissage, du coup, parce qu'encore une fois, comme on a dissocié puissance et énergie, on peut remplir ici le réservoir d'hydrogène beaucoup plus rapidement que recharger une batterie. Et on arrive à des temps de remplissage qui sont comparables à celui d'un véhicule thermique, et c'est un peu plus long, mais on est sur du moins de 5 minutes pour remplir un réservoir d'hydrogène sous pression. Ça, je ne sais pas préciser, on n'est pas encore au niveau du système, mais pour l'instant, dans les voitures, c'est plutôt l'hydrogène à 700 bars qui utilise, donc compressé à 700 bars. Et le moteur à combustion interne, donc dans les véhicules à essence ou diesel, il a un rendement beaucoup plus faible, aux alentours des 30%, et encore 30%, on est vraiment sur du rendement au niveau laboratoire, en pratique on est beaucoup plus bas. Donc au niveau rendement, donc, il serait moins intéressant. Et par contre, il possède l'avantage de l'autonomie et de la rapidité de remplissage du réservoir comme la pile à combustible. Et donc là, le gros intérêt de la pile à combustible, ça serait l'absence d'émissions lorsque le véhicule roule. Contrairement au moteur thermique, on n'aurait pas de CO2 ou de particules fines qui seraient émises lors de l'utilisation du véhicule. Alors j'attire votre attention ici sur le fait qu'on regarde que quelques indicateurs. Là, on regarde le rendement, la rapidité de remplissage, l'autonomie. Et je vous ai parlé du CO2. Mais ces quelques indicateurs ne suffisent pas à dire si une technologie est durable ou non, au sens de développement durable. Pour cela, il faut regarder vraiment d'autres indicateurs sur l'impact global sur l'environnement de l'appareil, donc de sa fabrication à sa destruction, et vraiment de l'extraction de matières premières jusqu'à sa destruction ou son recyclage. Donc c'est vraiment le seul moyen d'avoir une idée de si quelque chose est plus durable qu'une autre. Ça, je connais bien le préciser parce que il ne suffit pas de regarder le rendement ou même l'émission de CO2 lorsqu'on utilise l'appareil. Parce que si au final il a fallu beaucoup plus de CO2 pour le fabriquer, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Tout dépend après de sa durée de vie et si on va pouvoir compenser cette surproduction de CO2 à la base par le fait qu'on en produit lorsqu'on roule, par exemple. Alors maintenant, quelques technologies pile à combustible. Alors, je vous ai parlé surtout de la technologie PEM, donc Proton Exchange Membrane, qui utilise donc un polymère comme électrolyte qui s'appelle le Nafion, donc c'est un nom commercial, il n'y a quasiment que celui
celui-là qui est utilisé, on n'a pas trouvé mieux depuis des années. Donc ce sont des protons qui circulent à travers la membrane. Et le catalyseur, je n'en ai pas trop parlé, mais c'est le plus souvent du platine ou des alliages à base de platine. Le platine, c'est un métaux rare qui est très cher, donc beaucoup de gens travaillent à essayer de minimiser sa quantité sur les piles combustibles, voire de le remplacer par d'autres matériaux moins nobles. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup mieux que le platine ou des alliages à forte base de platine. La température de fonctionnement est aux alentours des 60-80 degrés. Et il faut utiliser de l'hydrogène extrêmement pur, hein, on est de l'ordre de l'hydrogène à 99,9999%, puisque la moindre particule de monoxyde de carbone ou de dioxyde de soufre peut être problématique, hein, des 10 particules par million, 10 ppm on dit, même moins, même 5 ppm de monoxyde de carbone, on peut avoir une chute de performance significative de plusieurs pourcents de la tension nominale. Alors au niveau des applications, la technologie pour l'instant elle est un peu sur tous les types d'applications, hein, que ce soit portable, c'est-à-dire par exemple un ordinateur, ou mobile, un véhicule par exemple une voiture, ou stationnaire, c'est-à-dire là pour produire de l'électricité par exemple dans une maison, c'est-à-dire ce qu'on appelle des chaudières en cogénération, c'est-à-dire qu'ils vont produire à la fois de l'électricité et de la chaleur à la maison. Donc ça c'est la technologie qui pour l'instant, disons, qui nourrit le plus d'efforts de recherche, qui a le plus gagné l'industrie, en tout cas mobile. Alors voilà quelques exemples de véhicules, donc comme la Toyota Mirai ou une Hyundai, c'était les premières à être commercialisées. Il y a aussi un vélo, Pragma Industries, à Bordeaux. Alors, je vous laisserai regarder, il y en a de plus en plus de nos jours. Ensuite, il y a la Direct Methanol Fuel Cell, donc ça c'est comme une PEM, sauf qu'au lieu d'être alimentée avec de l'hydrogène, elle est alimentée avec du méthanol liquide. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut du coup avoir un réservoir qui est beaucoup plus compact, même s'il contient moins d'énergie, beaucoup plus portatif, et donc cette technologie se dédie beaucoup plus aux applications portables comme les ordinateurs par exemple. Puisque en fait c'est la cartouche de méthanol qui vient faire la différence par rapport à si on avait une capsule avec l'hydrogène pressurisé à 200 bars dedans, c'est quand même beaucoup plus dangereux que d'avoir en liquide. En fait, ce qui se passe, c'est que le méthanol va se dissocier en hydrogène naturellement au sein de la pile à la température de fonctionnement, et ensuite c'est l'hydrogène qui va réagir selon la même réaction que je vous ai présentée précédemment. Mais on dissocie quand même cette technologie parce qu'elle fonctionne à une température légèrement différente et on a quand même pas mal de problématiques avec le méthanol. Donc bon, c'est une technologie qui du coup se dissocie quand même, surtout pour son application également. Alors voilà à quoi ça peut ressembler. Par exemple un ordinateur portable avec une pile à combustible, avec sa cartouche, voilà, on est quand même sur quelque chose qui prend un peu plus de place que ce qu'on a actuellement, mais dont l'autonomie est beaucoup plus élevée. On a encore peu de choses vraiment qui ont atteint un niveau commercial élevé sur ce genre d'application. La batterie reste quand même tout à fait satisfaisante pour l'instant, sauf pour les applications militaires par exemple où on va chercher une autonomie beaucoup plus grande. Ensuite la pile à acide phosphorique. Donc là la différence avec la PEM et la DMFC, c'est que cette fois on ne va pas utiliser un polymère comme électrolyte, on va utiliser de l'acide phosphorique, donc qui est liquide à la température d'utilisation. Et par contre, ça va être également des protons et qui vont traverser l'électrolyte. Il n'y aura pas de changement. On est toujours sur les mêmes catalyseurs à peu près. Par contre, la température de fonctionnement est beaucoup plus élevée. Alors pourquoi? C'est juste pour que l'acide phosphorique soit un meilleur conducteur protonique. Plus on va élever la température et plus les conducteurs ioniques sont meilleurs conducteurs. Donc c'est le cas aussi de l'acide phosphorique. Donc on est obligé d'élever la température pour avoir une conduction suffisante et pour avoir des performances suffisantes. Et l'avantage d'être à température plus élevée, c'est qu'on peut utiliser du gaz beaucoup moins pur que pour la PEM par exemple. On peut avoir jusqu'à 3-5% de monoxyde de carbone sans avoir de chute de performance dramatique. Par contre, le dioxyde de soufre reste quand même problématique. Et cette technologie se désigne pour l'instant uniquement aux applications stationnaires, et c'est une des premières technologies de pile à combustible à avoir vraiment gagné le marché industriel, mais uniquement dans le stationnaire, mais depuis déjà les années 60. Et donc voilà à quoi ça peut ressembler, une pile à acide phosphorique dans une application stationnaire. Là on est sur un gros container en fait, et qui est utilisé par exemple dans une zone où on n'aurait pas accès au réseau. Donc par exemple dans des îles où c'est beaucoup utilisé pour des antennes relais,
satellite ou 4G qu'on vient mettre dans des endroits un peu isolés, et on vient mettre ça comme groupe électrogène en fait, pour avoir de l'électricité sur place. Il y a aussi un intérêt pour les groupes de secours, par exemple dans les hôpitaux. Si jamais il y a une coupure du réseau, il faut pouvoir quand même alimenter l'hôpital, donc on peut souvent utiliser des groupes électrogènes, et cette solution peut être aussi intéressante car les piles à combustible ont une probabilité de démarrer beaucoup plus élevée qu'un groupe électrogène parce qu'il n'y a pas de pièces en mouvement. Enfin, moins, parce qu'on va le voir après dans ce système pile, il y a quand même des accessoires à utiliser pour faire fonctionner une pile à combustible. Ensuite, il y a une technologie donc, qui se démarque beaucoup par rapport aux autres, c'est la pile à oxyde solide, où là, elle est entièrement composée de céramique, c'est-à-dire que toutes les couches que je vous ai montrées, là, électrodes, même les plaques d'écoulement des gaz, tout ça, c'est des céramiques. Donc il faut imaginer que c'est très fragile, c'est-à-dire qu'il faut que chaque couche ait des coefficients de dilatation de température très proches, parce que sinon, dès qu'on monte à la température de fonctionnement, il peut y avoir une fragilisation et donc une casse du composant, et quand on fait des cyclages de température également, le fait de refroidir, de réchauffer, ça peut fragiliser également le composant. Et donc on est sur des composants qu'il faut éteindre le moins possible, et en plus la température de fonctionnement est très élevée, on est entre 500 et 1000 degrés, bon ça dépend des technologies. On va dire que la plus mature est plutôt aux alentours des 600-700 degrés. Et là, à cette température-là, on peut utiliser un autre métal que le platine comme catalyseur, notamment le nickel, donc qui est beaucoup moins cher, beaucoup moins rare. Donc ça solutionne ce problème. Et on peut utiliser du gaz beaucoup moins pur et même directement du méthane. Alors le méthane, parce qu'il va se reformer. Le reformage du méthane, c'est simplement sa transformation en hydrogène et en CO2. Et là, on va pouvoir faire le reformage directement dans la pile, ce qui va dégager du CO2. Et ça permet du coup d'utiliser du gaz très peu pur, et le monoxyde de carbone ne pose plus du tout de souci. Et le reformage du gaz naturel, on y reviendra par la suite, mais c'est pour l'instant une des technologies beaucoup utilisées pour obtenir de l'hydrogène justement. Et cette technologie, à cause des contraintes de température et en allumage-arrêt, elle se dédie pour l'instant, encore une fois, aux applications stationnaires de cogénération. Cogénération, je le rappelle, c'est la production conjointe d'électricité et de chaleur. Donc voilà à quoi peut ressembler une pile à combustible en fonctionnement. C'est chaud, ça rayonne. Alors, dans cette partie, nous allons parler d'électrolyse. Alors nous présenterons le principe de fonctionnement de l'électrolyseur d'eau, alors très brièvement, puisque comme nous avons déjà vu le principe de fonctionnement de la pile à combustible, et ça va être très facile de comprendre le principe de fonctionnement de l'électrolyseur, donc nous irons vite. Ensuite on parlera de l'hydrogène, c'est-à-dire de sa production, à partir de quoi il est produit dans le monde, et pourquoi est-ce qu'il est utilisé. Et ensuite on se concentrera un peu plus sur l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, et on définira cette notion. Alors, un électrolyseur, c'est un convertisseur d'énergie, comme la pile à combustible. Il a un principe de fonctionnement complètement inverse de la pile à combustible, c'est-à-dire dual. Une pile à combustible, on a dit qu'elle avait besoin d'hydrogène et d'oxygène pour former de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Eh bien, l'électrolyseur, c'est exactement l'inverse. Il a besoin d'électricité, de chaleur et d'eau pour produire hydrogène et oxygène. C'est ce qui est illustré sur le graphe. Et en plus, on notera qu'on peut également produire de la chaleur, ce qui paraît paradoxal puisque l'électrolyseur a besoin de chaleur. Mais il peut aussi en produire dans certaines conditions, parce qu'il a des pertes au sein du convertisseur, parce qu'il convertit l'énergie électrique en énergie chimique, il y a des pertes qui se traduisent par de la chaleur. Et il se trouve que si on apporte plus d'électricité que nécessaire, eh bien cette électricité va se transformer en perte, donc de la chaleur va générer, et cette chaleur peut venir compenser la chaleur dont l'électrolyseur a besoin et qu'il puise normalement de son environnement. Donc en toute rigueur, l'électrolyseur a besoin de chaleur qu'il puise normalement de son environnement, mais je tenais quand même à préciser que dans certains types de fonctionnement, il peut lui-même en produire et donc être complètement autonome par rapport à son environnement. Mais on considère quand même que le rendement d'un électrolyseur est aux alentours des 70-80%, ce qui est beaucoup plus élevé qu'une pile à combustible. Je vous ai dit que le rendement réel était typiquement entre 40 et 50%. Ici, il est beaucoup plus élevé parce qu'on considère que la chaleur est prise du milieu extérieur et donc elle est gratuite, entre guillemets, comme dans le cas d'une pompe à chaleur, par exemple. Alors, maintenant, l'hydrogène dans le monde, comment est-il produit? Alors, on le dit hydrogène, plus rigoureusement, même par abus de langage, on dit toujours hydrogène, c'est pareil pour
d'oxygène, normalement, plus rigoureusement, c'est le dioxygène. Alors l'hydrogène est produit à peu près, comme vous pouvez voir sur le graphe, à 50% à partir de méthane, une trentaine de pourcents à partir du pétrole et une vingtaine de pourcents à partir du charbon. Et il reste 4% qui sont produits par l'électrolyse de l'eau et donc par un électrolyseur, comme on vient juste de présenter le principe de fonctionnement. Et donc on voit que 96% d'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures ou de charbon, et ça produit beaucoup de CO2. Ce qui ne serait pas le cas s'il était produit avec l'électrolyse de l'eau, puisqu'on a vu que l'électrolyseur n'émettait pas, lors de la conversion, de polluants. Ensuite, il faut voir comment est produit l'électricité qui sert à alimenter l'électrolyseur. Ça, on y reviendra juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait cet hydrogène actuellement dans le monde? Eh bien, il est utilisé à 50% directement dans les raffineries pour désulfuriser le pétrole. Il est utilisé aussi à 30% à peu près de la production pour produire des engrais azotés, et ensuite les 15% qui restent pour faire pas mal de choses, hein, comme du méthanol, de l'oxygène, par diverses industries. Et il y a moins de 2% de cet hydrogène qui est utilisé pour produire vraiment de l'énergie, c'est-à-dire qui est vraiment utilisé comme vecteur énergétique. Alors qu'est-ce qu'un vecteur énergétique? C'est quelque chose qu'on utilise pour transporter l'énergie d'un point A à un point B. Souvent, ça sert à transporter l'énergie du point où on le produit au point où on le consomme. Par exemple, pour l'électricité, on vient produire de l'électricité dans une centrale nucléaire, produire de l'énergie dans une centrale nucléaire, qu'on transforme en électricité, et c'est l'électricité qui transporte cette énergie jusqu'à chez nous. Ça nous évite d'avoir du combustible fossile chez nous. Et bien c'est pareil pour l'hydrogène, il pourrait être utilisé en tant que vecteur énergétique, mais il faudrait qu'il soit produit de manière propre pour que ça ait du sens, c'est-à-dire en émettant le moins de polluants possible. Et donc c'est pourquoi on pense que s'il était produit par l'électrolyse de l'eau, ça serait une des meilleures façons, puisque en tout cas la conversion en elle-même ne produit pas de polluants, en tout cas pas de CO2. Et il se trouve que l'hydrogène pourrait avoir son intérêt s'il est couplé aux énergies renouvelables, puisque du coup on peut utiliser l'électricité des énergies renouvelables qui sont donc le plus souvent décarbonées par rapport aux énergies fossiles, et surtout parce que les énergies renouvelables ont besoin d'être stockées. Alors pourquoi? Parce que là il faut revenir à la gestion du réseau électrique, c'est-à-dire la gestion que fait le gestionnaire de réseau ERDF, qui lui doit assurer en permanence l'adéquation entre la production d'énergie et la consommation. Et ça à l'instant T, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient allumer une lumière, il faut que de l'autre côté, il y ait quelque chose pour produire l'énergie qui est consommée par cette lumière. Donc la lumière d'une personne, c'est pas un problème, mais quand c'est des millions de personnes qui rentrent chez eux et qui allument la lumière et qui allument le chauffage, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et il faut venir du coup produire plus. Le problème avec les énergies renouvelables, comme je l'ai dit, c'est qu'ils sont intermittents et surtout qu'on peut difficilement réguler leur production. On ne choisit pas quand est-ce qu'il y a du vent, et si on veut produire moins, il faut dégrader la production, donc gaspiller d'énergie. Par contre, produire plus, ça peut être tout à fait impossible. Alors, j'appuie un peu là-dessus. On pense souvent qu'il faut apporter l'énergie que les gens consomment, mais on a aussi un problème quand les gens n'en consomment pas. Puisque, par exemple, les panneaux solaires produisent beaucoup en plein milieu de l'après-midi, là où ce n'est pas forcément le moment de la journée où les gens consomment le plus. Et encore une fois, cette énergie, pour l'instant, on la dissipe, on la gaspille, on ne l'utilise pas. Et donc l'idée, ça serait d'introduire des éléments de stockage d'énergie dans le réseau, donc au plus près de ces sources renouvelables, pour venir stocker l'énergie quand on en produit trop et qu'on n'en a pas besoin, et ensuite restituer ces énergies lorsqu'on en a besoin sur le réseau. Et pour stocker l'énergie électrique, eh bien, on a quelques solutions, hein, notamment par exemple les batteries. Le problème, c'est que là, ça fait vite des grandes quantités d'énergie et donc beaucoup de tonnes de batteries. Donc c'est une solution qui est quand même envisagée, il y en a d'autres, mais l'hydrogène paraît également intéressant, puisqu'on pourrait venir stocker l'énergie électrique qui est produite en surplus, par exemple, dans la journée, le transformer sous forme d'hydrogène et donc le stocker sous forme d'hydrogène. Et ensuite, cet hydrogène, on pourrait, au travers d'une pile à combustible cette fois, le retransformer en électricité lorsque le réseau en a plus besoin. Mais on peut aussi imaginer qu'une fois qu'on a cet hydrogène stocké, on peut le transporter. Et on peut l'amener, par exemple, l'injecter dans le réseau de gaz naturel, le réseau de gaz de ville, il peut en tolérer une certaine partie, et donc là on viendra le brûler dans une chaudière, et donc fabriquer la chaleur. On peut aussi imaginer le transporter donc vers des industries ou vers des stations hydrogène, dans lesquelles des véhicules hydrogène viendront faire le plein. Donc là c'est vraiment ce qu'on appelle cette fameuse économie d'hydrogène, ou filière de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, ou encore en tant qu'hydrogène énergie,
Alors, il faut bien se rendre compte que là, dans ce que je viens d'expliquer, il y a des pertes. Hein, parce que l'électrolyseur lui-même, il a des pertes, on a dit, au moins une vingtaine de pourcents. Et ensuite, l'hydrogène, pour le stocker, il faut au moins le compresser un peu, hein, peut-être 20, 100 bars. Là, on n'est pas dans un véhicule, on n'a pas besoin d'avoir un volume très restreint, donc on n'est pas obligé de monter jusqu'à 700 bars dans une voiture, par exemple. Mais il n'empêche qu'il faut quand même le compresser, sinon ça fait quand même des volumes importants. Et donc, on va encore utiliser de l'énergie pour le compresser. Après, ce rendement, évidemment que plus il est élevé, mieux c'est. Mais là, on parle encore une fois d'énergie qui normalement serait gaspillée. Normalement, on ne peut rien en faire. Donc, le rendement, c'est un problème. Et là, en l'occurrence, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'avoir stocké ça, même si on en a perdu un peu. Puisque de toute façon, on ne l'utilisait pas. Et ça peut permettre du coup de mettre beaucoup plus de renouvelables. Dernière précision, avec ce qu'on vient de décrire, on essaye d'avoir du coup une électricité décarbonée et de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique décarboné, que l'on viendra ensuite utiliser dans d'autres applications pour que ces applications elles-mêmes du coup ne génèrent pas de CO2. Le problème, comme je l'ai déjà signalé dans la partie où on comparait la pile à combustible avec les batteries et les moteurs thermiques, c'est que le CO2 ne suffit pas comme indicateur pour savoir si quelque chose est durable ou non. Encore une fois, j'insiste là-dessus, pour savoir si toute cette économie d'hydrogène est durable, il va falloir regarder de nombreux critères qui tentent de représenter l'impact global sur l'environnement, donc de la production des énergies renouvelables jusqu'à leur recyclage par exemple. Et pour l'instant, ces données, nous ne les avons pas encore. Mais c'est quand même important de le garder en tête, même si l'idée, encore une fois, part de bons sentiments, on ne sait jamais. Alors maintenant, nous allons voir de quels éléments sont composés les AME, c'est-à-dire les assemblages membranes électrodes, c'est-à-dire la cellule que nous avons présentée précédemment, donc avec des plaques d'écoulement, des électrodes et une membrane. Ça s'appelle un assemblage membrane électrode également. C'est une cellule. Nous allons voir donc, quels sont les matériaux qui composent ces différentes couches, l'électrode, le catalyseur, l'électrolyte et les plaques d'écoulement des gaz. Alors, allons-y pour l'électrode. Donc ici, on rappelle à gauche le schéma de principe d'une cellule. Vous pouvez vous y référer. Ici, on parle donc des électrodes, ce sont les éléments qui sont de chaque côté de la membrane. Ici. Nous avons vu tout à l'heure que lorsqu'on injectait de l'hydrogène ici, il venait se décomposer en protons et en électrons. Et les électrons devaient circuler dans l'électrode, ensuite par un circuit électrique extérieur et revenir par l'autre électrode. Donc on voit que l'électrode doit assurer une première fonction qui est d'acheminer les électrons. Donc pour cela, il faut qu'elle soit conductrice électronique. Ensuite, il faut que l'électrode catalyse la réaction, parce que comme on l'a vu, on a besoin d'un catalyseur. Et il faut aussi que l'électrode permette d'acheminer les gaz, parce qu'on l'a vu, donc les gaz arrivent de l'époque d'écoulement et doivent atteindre, se rapprocher au plus près de la membrane. Donc il faut que les électrodes soient poreuses, pour que les gaz puissent diffuser à l'intérieur. Et il faut également qu'on puisse évacuer l'eau produite, donc également il faut une certaine porosité pour cela, mais il faut aussi un maximum d'hydrophobicité du matériau. Ce qui va faciliter l'évacuation de l'eau, si le matériau est hydrophobe. Ensuite, il faut assurer la tenue mécanique. Par exemple, on sait qu'on va venir comprimer, donc il faut quand même résister à la compression. Et ici, on parle de la tenue mécanique de tout l'assemblage parce que, par exemple, dans certaines technologies comme la pile à oxyde solide, c'est vraiment une des électrodes qui va venir supporter mécaniquement tout le reste, c'est-à-dire que celle qui va être la plus épaisse va venir ensuite mettre juste les autres couches dessus. Et donc, c'est elle qui va représenter toute la tenue mécanique de la cellule. Bon, c'est pas le cas en plein, mais il faut quand même qu'elle résiste à la compression. Et ensuite qu'elle ait une certaine stabilité chimique par rapport aux autres éléments, notamment la membrane. Évidemment, s'il commence à réagir, on aura des problèmes, et c'est aussi le cas en SOFC, donc en pile à oxyde solide, puisqu'en fonction de température élevée, au-dessus de 600 degrés, tous les matériaux ont tendance à réagir et à diffuser naturellement au cours du temps. Donc c'est difficile à gérer plus la température est élevée. Alors, il se trouve qu'une électrode est généralement en pelle dissociée en différentes couches pour maximiser donc, toutes les fonctions donc, qui sont d'amener les gaz et d'évacuer l'eau. Et en général, on a au moins 3 couches. Une première couche qui est la plus épaisse qui s'appelle la GDL, Gas Diffusion Layer, donc c'est la couche de diffusion, qui va avoir les pores les plus gros, disons. Ensuite la NPL, lorsqu'on se rapproche de la membrane, pour Microporous Layer, donc c'est la couche microporeuse, on va venir avoir des pores beaucoup plus fins.
Et ensuite, la catalyst layer, donc couche active, couche catalytique encore en français, où les pores vont être encore plus fins et où c'est là qu'il va y avoir le catalyseur. On va venir voir juste après comment le catalyseur se présente. Hein, mais bon, pour l'instant, concentrons-nous juste sur l'électrode de manière plus globale. Donc au niveau des épaisseurs, la GDL, on est plutôt aux alentours des 100-300 micromètres d'épaisseur, la MPL est plutôt aux alentours des 20 micromètres, et la couche active entre 5 et 25 micromètres. Bon, ça dépend des technologies. Et ensuite, on a la membrane. Et ce que vous voyez en bleu, c'est une représentation de l'eau qui est à évacuer ici. Donc voilà, souvent en PEM, la recherche tend à fabriquer des électrodes de cette façon, avec ces différentes couches, qui semblent maximiser l'évacuation de l'eau et l'arrivée de gaz. Du coup, maximiser les performances. Et il se trouve que le matériau qui est le plus utilisé pour répondre à toutes ces fonctions, c'est le graphite, puisque le graphite est un conducteur électronique, et s'il est tissé ici, comme on peut le voir sur les photos, c'est-à-dire en utilisant des fibres de carbone, que l'on vient donc soit tisser, soit assembler de manière un peu aléatoire pour former du papier. Donc on a deux grandes catégories, le carbon cloth, fibre de carbone tissée, ou le carbon paper. Et donc ça permet d'avoir un matériau conducteur électronique et aussi poreux. Donc pour l'instant, c'est ce qui est le plus utilisé. En tout cas, en PEM, c'est quasi unanime. Voilà à quoi ça peut ressembler. Carbon cloth, on le voit très bien à l'œil nu, on arrive très bien à différencier les carbon paper. Sur les photos, ça se voit un peu et on arrive à voir un peu le tissage. Donc voilà pour les électrodes. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur le catalyseur, donc qui est contenu dans la couche active de l'électrode. On va être obligé de faire un tout petit peu d'électrochimie. Ne vous inquiétez pas, ça va rester à un niveau tout à fait accessible pour le génie électrique. Donc ici, on voit un graphe avec en ordonnée l'énergie et en abscisse le chemin de réaction ou encore chemin réactionnel. Donc ce graphe va venir nous aider à illustrer le niveau d'énergie de chaque étape de la réaction. Donc, par exemple, si on part de X, qui représenterait donc les réactifs de la réaction, ils sont à un certain niveau d'énergie. Et on veut arriver à Y, qui sont les produits de la réaction, et qui ici, sur cet exemple, ont un niveau d'énergie supérieur à X. Donc on voit que pour atteindre Y, on va passer par une étape intermédiaire, X étoile. C'est ce qu'on appelle le complexe activé. Donc pour atteindre le complexe activé, on voit qu'il faut fournir une certaine quantité d'énergie. Donc ici, là, c'est cette flèche noire. Et qu'une fois réalisé, on va pouvoir passer à l'étape suivante et redescendre au niveau d'énergie à Y. Donc on voit que l'énergie qu'on a fournie ici pour atteindre X étoile, au début, on a récupéré une partie. Cette partie, c'est ce qui est représenté sur cette flèche noire. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour que la réaction se fasse, mais on la récupère. Alors qu'en dessous, on voit l'énergie ΔH, qui, elle, est vraiment l'énergie nécessaire pour que la réaction se fasse. Puisque le niveau d'énergie de Y est supérieur à X. Donc la réaction ne se fait pas spontanément. On a besoin d'apporter de l'énergie pour qu'elle se produise. Si Y avait eu un niveau d'énergie inférieur à X, la réaction se serait faite spontanément. On a quand même eu à apporter l'énergie d'activation, mais on l'aurait récupérée. Mais il se trouve que parfois, dans les conditions de température et de pression ambiante, l'énergie d'activation n'est pas présente dans l'environnement, il faut l'apporter. Et plus on se rapproche du 0 degré Kelvin, et plus on va avoir du mal à apporter cette énergie d'activation par l'environnement. Et maintenant, revenons un peu plus à la catalyse. La catalyse va permettre de créer un complexe activé différent de X, par exemple ici W étoile. Et ce complexe activé va avoir la particularité d'avoir un niveau d'énergie plus faible que X. Donc il sera plus facilement atteignable, on aura besoin de moins d'énergie. Et donc la vitesse de réaction va être plus élevée. En fait, on va pouvoir échanger plus d'électrons parce qu'on a besoin de moins d'énergie pour que la réaction se fasse. Donc ça, c'est le principe de la catalyse, donc d'un point de vue énergétique. Et comment ça se produit sur un exemple? Par exemple, l'exemple de H2 donne 2H+, plus 2 électrons. Une réaction qui est encore peu connue, mais là je vais vous présenter un mécanisme réactionnel, c'est-à-dire différentes étapes de la réaction qu'on suppose être les bonnes, mais encore une fois, il n'y a pas un consensus sur le sujet. Il y a différents mécanismes réactionnels qui sont envisagés. Mais bon, on va traiter celui-là comme un exemple. Alors, on part de l'hydrogène et de deux surfaces de platine, deux sites de platine qui sont disponibles.
Et à partir de là, on va produire 2 sites de platine occupés par l'hydrogène. On dit que l'hydrogène va s'absorber à la surface du platine. Attention, ce n'est pas de l'absorption. L'absorption, c'est quand on vient ingérer, qu'on vient mettre à l'intérieur, alors que l'adsorption, ça reste en surface. Mais ça reste quand même une liaison chimique. Ensuite, ces 2 hydrogènes adsorbés sur la surface du platine vont se dissocier de leurs électrons, ce qui va créer des protons. Et ces 2 protons adsorbés vont venir ensuite se désorber. Et donc on voit que le platine, au départ on avait 2 sites de platine libres, on se retrouve bien à la fin avec 2 sites de platine libres. Donc ça c'est ce qui caractérise également le catalyseur, c'est qu'il n'est pas consommé dans la réaction, donc il va venir l'accélérer en créant un complexe différent. Ici le complexe ça va être 2H-PT ou 2H plus PT, et qui a une énergie par exemple plus faible que si c'était 2H fer ou 2H cuivre ou 2H nickel par exemple. Et encore une fois, il est régénéré à la fin. Donc ça c'est le principe de la catalyse, qui est indispensable en PEM si on n'atteint pas des performances suffisantes. Et les particules de platine, il se trouve qu'on les disperse sous forme de petites sphères inférieures à 6 micromètres de diamètre, on les disperse sur le carbone au niveau de la couche active. Donc c'est ce qui est représenté ici sur ce schéma. Donc on voit que tous les petits disques noirs, là ce seraient des particules de platine qui sont déposés ici sur des morceaux de carbone. Et on voit aussi des morceaux de membrane ici qui avancent dans la couche active. Donc là, on aborde un point crucial qui est que pour la réaction se fasse, il faut que plusieurs éléments soient réunis. Il faut que les électrons puissent accéder à la particule de platine, il faut que les gaz puissent y accéder, que l'eau puisse être évacuée et que les protons puissent accéder. Donc c'est ce qu'on appelle le point triple phase boundary en anglais, qui est représenté sur le schéma ci-dessous, là, TPB, triple phase boundary. C'est ce petit point qui est ici. On voit que c'est un des seuls points de ce schéma où les ions peuvent accéder, les électrons et les gaz. C'est pour ça qu'on parle de triple phase boundary, on parle de 3 grands éléments, gaz, électrons et ions. On voit que si on prend ce point-là, par exemple, sur la surface donc, du catalyseur, par exemple, ici la réaction ne peut pas se faire parce que les ions ne peuvent pas accéder. Alors que... Oh, pardon. Et ici, de la même façon, vu qu'on est entre 2 matériaux solides, les gaz ne peuvent pas accéder, donc la réaction ne peut pas se faire. Elle peut se faire vraiment que ici, à l'interface entre les 3 milieux. Donc, le milieu gazeux, les milieux métalliques et le milieu de l'électrolyte. Alors, vous remarquerez peut-être que ce schéma n'est pas un schéma d'une pile PEM, puisque les ions sont des O2- et pas des H+. Et comme vous pouvez le voir, ça ne nuit pas du tout à l'explication. Ici, il s'agit d'un schéma donc, qui est plutôt dédié à la pile à oxyde solide. Mais ça peut tout à fait être transposé sur la PEM, sauf qu'ici, il est noté métal, alors qu'en PEM, ce sera plutôt du coup du platine ou un alliage de platine. Maintenant, concentrons-nous brièvement sur la membrane. Donc la membrane, c'est vraiment le cœur du composant, comme on l'a expliqué. C'est vraiment la membrane qui permet que la réaction se fasse sans que les gaz se rencontrent. Et il se trouve que la membrane, du coup, doit remplir beaucoup de fonctions. Il faut qu'elle ait une bonne conductivité ionique, puisqu'elle conduit les protons, et c'est ça qui va déterminer grandement le rendement du composant. Si elle a une conductivité ionique trop faible, le composant sera quasi inutilisable, ou alors pas intéressant par rapport à d'autres technologies comme les batteries ou les moteurs à combustion interne. Et il se trouve que c'est souvent ça qui va déterminer la température de fonctionnement, voire même d'autres conditions opératoires. Par exemple, dans le cas de la pile acide phosphorique, qui utilise de l'acide phosphorique comme électrolyte, il faut fonctionner à une température de 200 degrés pour que la conductivité ionique soit suffisante. Donc c'est vraiment là l'électrolyte qui détermine la température de fonctionnement, et c'est souvent le cas. Ensuite, il faut que la membrane soit un isolant électrique. Donc ça, c'est également souvent atteint, mais dans certaines technologies, surtout les technologies avec céramique, il peut y avoir une quantité d'électrons non négligeable qui traversent la membrane, donc un courant non négligeable qu'on est obligé de prendre en compte pour modéliser son fonctionnement. Le bois en PEM, normalement, en général, on n'est pas trop embêté. Ensuite, il faut qu'il y ait une bonne stabilité, bien sûr, chimique, avec les autres composants, par exemple, une faible volatilité, donc ça c'est également le problème avec la pile acide phosphorique, puisque l'acide est liquide, donc on a une certaine perte d'acide par évaporation en cours de fonctionnement, et donc il faut venir gérer cette perte en réinjectant de l'acide, par exemple, à période régulière. Il faut aussi, donc, bien sûr, que la membrane soit inerte chimiquement par rapport aux autres composés. Il faut qu'elle ait coefficient de dilatation thermique proche des autres composants. Donc ça, c'est surtout problématique
avec la pile à oxyde solide qui fonctionne à 600-800 degrés, puisque là, quand on monte en température, le moindre écart trop important sur les coefficients de dilatation thermique, et ça peut venir créer des efforts sur tout le stack et venir casser certaines couches. Ensuite, il faut qu'il y ait une résistance mécanique suffisante, donc un SOFC, bien sûr, n'en parlons pas, mais même en PEM, il faut quand même résister à la compression, par exemple, et une étanchéité au gaz. Donc ça, c'est un élément très très important, l'étanchéité au gaz, puisque comme on le voit sur le schéma ici, la membrane est vraiment à l'interface entre les deux gaz, hydrogène et oxygène. Donc il faut vraiment éviter que les gaz ne se rencontrent, parce qu'ils peuvent réagir directement sur le platine et faire ce qu'on appelle une combustion catalytique, donc ce qui va générer beaucoup de chaleur et ce qui va venir dégrader très rapidement le composant. Et il se trouve qu'en PEM, on a un problème quand même d'étanchéité au gaz, c'est-à-dire qu'on a du gaz qui passe d'un compartiment à l'autre, ce qu'on appelle le crossover de gaz. Et il se trouve que donc quand ça se produit, comme je vous ai dit, la réaction qui se produit libère beaucoup de chaleur, donc ça se dégrade, donc ça agrandit, on va dire, un peu le trou qu'il y a entre les deux compartiments, anode et cathode, et du coup ça va faire qu'il y a encore plus de gaz qui va arriver, donc on a une réaction en chaîne qui se produit, et la pile va venir se dégrader de plus en plus, on peut arriver jusqu'à un incendie par exemple. Alors, il se trouve que c'est un problème qui était peu présent à l'époque où on avait des membranes de plusieurs dizaines de micromètres d'épaisseur, voire la centaine de micromètres d'épaisseur. C'était il y a 10-15 ans. Maintenant, on arrive à des membranes en dessous de 10 micromètres d'épaisseur. Et donc, on a de plus en plus de problèmes de crossover. Alors, pourquoi est-ce qu'on réduit l'épaisseur de membrane? C'est pour réduire la résistance ionique. Il se trouve que la résistance ionique est directement proportionnelle à l'épaisseur. Et cette résistance ionique va venir limiter le rendement de la pile. Donc, plus on la réduit, et plus on augmente le rendement. C'est pour ça qu'on tend vers des membranes de plus en plus fines, entre autres. Donc voilà pour la membrane. Donc encore une fois, c'est le cœur du composant. Et pour l'instant, on n'a trouvé qu'un seul matériau qui arrive à répondre un peu à toutes ces contraintes, qui semble être le meilleur compromis. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est utilisé depuis près de 20 ans. C'est le Nafion, ici. Donc on voit son schéma ici, éclaté. Donc le Nafion, c'est une dénomination commerciale. Il n'y a quasiment que ce modèle-là qui est utilisé dans le monde. Donc c'est un polymère perfluorosulfoné. Donc ici, on voit qu'il est composé d'une chaîne carbonée avec des fluors et une fonction sulfonée à une extrémité avec un OH qui dans l'eau va se dissocier en O- et H+. Et donc c'est grâce à cette fonction sulfonée qu'on va avoir la conductivité protonique, puisqu'en fait les protons vont venir en quelque sorte sauter donc de groupe sulfoné en groupe sulfoné comme ça tout le long de la membrane pour la traverser, pour diffuser. Et donc on a des épaisseurs, comme je vous disais, de membranes assez variables. On est entre 4 micromètres pour vraiment les plus fines, à une centaine de micromètres pour les plus épaisses, et puis ça dépend également des technologies. Alors le Nafion, le problème c'est qu'il a un coût assez élevé et que bon, on a des problèmes de stabilité chimique quand même et de durée de vie. Et bon, pour l'instant, on n'a que ça. Beaucoup de gens ont essayé de chercher mieux depuis des dizaines d'années. Pour l'instant, on n'a que ça. Voilà pour la membrane. Maintenant, les plaques d'écoulement des gaz. Alors, les plaques d'écoulement des gaz qui ne font pas partie, strictement parlé, de l'AME, qui est l'assemblage membrane électrode, mais qui sont indispensables au fonctionnement d'une cellule de pile à combustible. Ce sont les deux composants qui sont les plus à l'extrémité et qui ont pour fonction d'acheminer les électrons également, comme les électrodes, puisque dans un stack, on a vu qu'on avait à chaque fois, entre deux cellules, une plaque d'écoulement de gaz. Donc, il faut bien que les électrons puissent circuler d'une cellule à l'autre à travers la plaque d'écoulement de gaz. Donc il faut que ce soit un conducteur électronique. Ensuite, il faut que la plaque assure également la séparation des gaz, puisque comme on l'a vu, elle se situe entre deux cellules et entre deux gaz différents. Donc on va avoir tout un système de joints autour pour que lors de la compression, les gaz ne puissent pas s'échapper. Il faut qu'elle ait une bonne stabilité chimique, et ça c'est assez complexe, puisqu'il faut qu'elle soit à la fois résistante à l'oxydation d'un côté, quand elle est proche d'une cathode, et résistante à la réduction quand elle est proche d'une anode, qui est un milieu réducteur. Il faut qu'elle permette l'homogénéisation le plus possible des gaz sur toute la surface. Donc ici, ça va se faire par un bon design des canaux, on va le voir juste après. Et il faut qu'elle permette l'évacuation de l'eau. Et là également, c'est un bon design de canaux et un bon traitement du matériau pour qu'il soit hydrophobe. Donc voilà à quoi ça peut ressembler, des plaques d'écoulement de gaz. Ici, on a des plaques qui sont monopolaires, donc de monocellules, comme ce qui est représenté sur le schéma ici. Donc on voit ici, par exemple, l'entrée des gaz qui serait là, et les gaz qui circulent comme ceci dans les canaux, dans les serpentins, et qui viennent ressortir là, par exemple.
Ici, on est sur un design de canaux qui est peu optimisé. On est en monocellule. Le monocellule, c'est vraiment un objet de laboratoire. Il faut vraiment garder ça en tête. Et ici, par contre, on est plutôt sur une plaque destinée à un stack de plus grande surface. Et on retrouve ici, par exemple, l'entrée des gaz et la sortie là. Donc avec un design qui est déjà un peu plus élaboré. Alors il faut imaginer, bien sûr, que quand on injecte du gaz ici, qu'on en a moins qui ressort là, puisqu'on en a consommé une partie. Et pour ce qui est des matériaux, du coup, qui répondent à toutes ces fonctions, alors en monocellule, on utilise beaucoup du graphite, puisqu'on n'a pas de problème d'encombrement, de masse. Et le graphite, il se trouve que bon, ça fait des épaisseurs assez élevées, on est quasiment à 1 cm d'épaisseur. On va venir graver les canaux à l'intérieur. Et c'est un bon conducteur électronique, stable dans l'environnement, donc ça répond tout à fait aux besoins. Par contre, en stack, il faut venir minimiser donc, l'épaisseur du stack global et aussi sa masse selon les applications. On va venir plutôt se tourner de plus en plus vers les plaques métalliques qui vont pouvoir être plus fines que les plaques de graphite. Les plaques de graphite, si on les fait trop fines, elles vont se casser, on ne va pas pouvoir les utiliser. Et les plaques métalliques, on arrive à des épaisseurs donc, en dessous du millimètre. Donc, ce qui est assez impressionnant, puisqu'on va avoir donc, d'un côté des canaux de gaz, de l'autre côté d'autres canaux de gaz, et à l'intérieur, souvent, le circuit de refroidissement dans lequel de l'eau, par exemple, ou un autre fluide caloporteur va venir circuler. Donc, on a quand même de nombreux fluides qui circulent dans une épaisseur inférieure au millimètre. Et plus elle est fine, mieux c'est. Le problème des plaques métalliques, donc, c'est qu'elles s'oxydent, qu'elles se corrodent, et donc il y a tout un effort de recherche qui est fait sur les revêtements pour éviter que la corrosion se trouve importante et que ça nuise trop à la durée de vie du composant. Donc il y a des gros enjeux là-dessus aussi, donc que je vous parlais vraiment que la membrane c'est le cœur du composant, donc la ME globalement c'est le cœur de la pile, mais sauf que les plaques d'écoulement sont vraiment non négligeables sur les performances de la pile, en tout cas plutôt sur sa durée de vie et aussi sur son coût de fabrication, parce qu'il y a beaucoup de plaques dans un stack. Alors l'épaisseur, comme je vous ai dit, c'est assez variable, de l'ordre de quelques centaines de micromètres à plusieurs millimètres quand on est en graphite. Maintenant, nous allons voir très brièvement le système pile à combustible, c'est-à-dire tous les éléments qu'il faudrait pour faire fonctionner cette pile à combustible que vous nous présentez depuis tout à l'heure dans un cas idéal. Bien sûr, il faut lui amener des gaz, il faut la chauffer, il faut la réguler en température, puisqu'elle génère beaucoup de chaleur avec ses pertes. Donc on va voir comment est-ce qu'on réalise tout ça en général dans un système complet. Alors voilà par exemple un système de pile à combustible où on voit le stack ici, qui prend quand même une bonne part du volume du système, on est souvent autour des 1/3 du volume global. On voit qu'on a besoin d'un compresseur d'air, si on veut utiliser l'air ambiant, il va falloir le comprimer pour augmenter les performances de la pile. Un condenseur pour venir condenser l'eau en sortie de pile pour pouvoir l'évacuer. On voit aussi donc le circuit de refroidissement pour venir réguler la température de la pile. Un radiateur également pour réguler la température. Un débitmètre d'air pour contrôler le débit d'air. Une pompe de recirculation d'H2 dans la même idée. Une petite batterie, surtout généralement pour démarrer à froid, parce que quand on est en dessous de 0 degré à pression atmosphérique, si l'eau est sous forme solide, ça va être difficile de démarrer pour une pile à combustible, donc on a souvent une batterie. Et aussi un convertisseur statique, c'est-à-dire de l'électronique de puissance, pour venir adapter la tension et le courant selon l'application qu'il y a derrière. Par exemple, si on veut commander des moteurs dans le cas d'une voiture. Donc ici, voici un autre système un peu plus complexe. Et il se trouve que l'alimentation de ces éléments, qu'on appelle les auxiliaires de la pile à combustible, consomme à peu près 20% de la puissance de la pile elle-même. Donc on voit que c'est vraiment non négligeable et que pour l'instant, l'effort de recherche en laboratoire se fait surtout sur le composant pour améliorer son rendement et sa durée de vie. Et on voit qu'à l'échelle industrielle, eh bien, il y a aussi beaucoup de travail pour optimiser le rendement du système global. Donc du compresseur surtout, c'est un gros élément le compresseur. Et aussi, il faut garder en tête que, contrairement à un véhicule à combustion interne, ici on a beaucoup plus de chaleur à évacuer, parce qu'on a moins de chaleur qui est évacuée par l'échappement. On va dire que pour un moteur thermique, on est aux alentours des 2/3 de la chaleur qui est évacuée par les gaz d'échappement et 1/3 qui est évacué par le système de refroidissement. Mais dans un système pile à combustible, c'est à peu près l'inverse. On a à peu près 2/3 de chaleur à évacuer par le système de refroidissement. C'est pour ça que normalement, si vous regardez un peu en détail les véhicules à hydrogène qui sont sur le marché, vous avez souvent des grosses bouches d'aération à l'avant pour justement essayer de capter beaucoup d'air, beaucoup de flux d'air, donc avec des gros radiateurs à l'avant. Voilà pour la petite anecdote.
Voilà, ce premier cours est terminé. Je vous remercie de votre attention. Vous aurez aussi donc les planches dans lesquelles vous trouverez à la fin un petit lexique avec quelques termes qui sont explicités et également quelques références bibliographiques qui sont utilisées au cours du PowerPoint, donc qui sont citées. Voilà, je vous remercie. À bientôt.